Après avoir traversé le passage souterrain de cette station désaffectée, nous arrivons sur le boulevard Masséna. Nous apercevons sur la droite les derniers vestiges de la ligne de la Petite Ceinture. En nous dirigeant vers Ivry, nous pouvons voir ce qui reste de l'ancienne usine d'air comprimé. La grande cheminée en haut, à gauche, en fait partie. Cette usine avait été construite en 1891. Elle fournissait, entre autres, la pression nécessaire aux ascenseurs hydrauliques ainsi qu'au réseau de transmission par pneumatique. La halle et la cheminée restants sont classées depuis 1994 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La halle de la Sudac, aujourd'hui en réhabilitation, est destinée à accueillir une école d'architecture. Comme l'explique Franck Évrard dans son essai « Le 13e au noir », dont je me suis beaucoup aidé pour cette étude, on peut s'étonner que tant d'auteurs de romans policiers aient choisi le 13e pour planter le décor de leur intrigue. Il donne à cela plusieurs raisons d'ordre historique, sociologique et géographique. Le 13e a mauvaise réputation. Bien avant Victor Hugo et ses Misérables, Rabelais, déjà, y plantait le décor de plusieurs scènes croustillantes. Le passé ouvrier miséreux du 13e aide également à se sentir dans l'ambiance. Le grand nombre de crimes et délits célèbres, celui de la bergère d'Ivry, pour ne citer que celui-là, qui avait en son temps défrayé la chronique, finit d'asseoir cette réputation sulfureuse. Franck Évrard explique également ce choix du 13e par la situation géographique de l'arrondissement, au sud-est de Paris, et qui n'appartenait pas à la capitale il y a 3 siècles. Revendiquant sa différence par rapport aux beaux quartiers de Paris, sa culture ouvrière en marge de ceux-ci, le 13e présente donc une analogie avec le polar, longtemps considéré comme, je cite, un divertissement mineur atypique, longtemps marginalisé dans le ghetto de la sous-littérature de gare. Les auteurs de romans policiers s'y retrouvent donc largement. Je ne saurais trop vous encourager à lire cet ouvrage, très riche en références du genre. L'été dernier, j'ai eu tout loisir de visiter le plus grand hôpital d'Europe, afin d'y poursuivre mon jeu de piste. Pas question ici d'en faire l'historique, ce n'est pas le sujet. Et un prochain numéro d'Histoire et Histoire du 13e y sera consacré, ainsi qu'aux médecins qui en ont fait sa renommée, tels Philippe Pinel, Jean-Martin Charcot et autres Esquirol ou Jenner. La carte postale, ci-dessous, nous montre la statue de Charcot. Ici, nous avons l'aumônerie de l'hôpital. Et encore la chapelle de la Salpêtrière. Voici l'une des entrées de la Salpêtrière. Décidément, il y a beaucoup de bâtiments ou de portes qui se ressemblent dans cet hôpital. Trouver des correspondances avec les cases de l'album n'a vraiment pas été facile. Ici, nous sommes devant la statue de Philippe Pinel, qui a tant fait pour les aliénés. Cette statue est visible depuis le boulevard de l'hôpital. Nous voyons la voiture dans laquelle se trouve Nestor Burma quitter la Pitié-Salpêtrière et emprunter le boulevard de l'hôpital en direction de la place d'Italie. Nous sommes au niveau du boulevard Saint-Marcel. Autrefois barrière de Fontainebleau, aujourd'hui place d'Italie. Elle a pris sa forme actuelle en 1864. La place d'Italie est à la jonction des 4 quartiers composant notre arrondissement. Quartier de la Gare, Salpêtrière, Maison Blanche et Croulebarbe. Voici la mairie du 13e. Et nous voici place d'Italie.
à l'angle avec la rue Bobillot. Après la place, nous abordons l'avenue d'Italie, au niveau de la station de métro Tolbiac. Ici, le décor n'a pas vraiment changé, si ce n'est l'apparition de grandes tours. Après la guerre de 14-18, Paris doit réapprovisionner les halles en produits frais. La compagnie ferroviaire de Paris-Orléans construit donc les frigos, lieux où seront stockés directement par le rail les denrées fraîches. En 1921, la gare frigorifique de Paris-Ivry voit le jour. Les trains y pénétraient au cœur même du bâtiment pour livrer leurs marchandises. La glace nécessaire était fabriquée sur place et un système de rails fixé au plafond acheminait les marchandises en relais du train. Le marché de Rungis ayant remplacé les halles de Paris à la fin des années 60, les frigos cessent leur activité au même moment. Après une quinzaine d'années à l'abandon, la SNCF, propriétaire des lieux, louera une partie des surfaces et les années 80 verront toute une population d'artistes s'y installer.